Mercredi 23 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Le chef de l'État Patrice Talon effectue mardi 29 août prochain une visite d'amitié et de travail en Chine. Il rencontrera à l'occasion son homologue chinois Xi Jinping pour un tête-à-tête. Une rencontre avec des opérateurs économiques du géant de l'Asie est également prévue. L'université d'Abomey-Calavi au Bénin est reconnue comme l'un des meilleurs établissements d'enseignement supérieur en Afrique. Placée à la 195e place dans le classement 2023 des 200 meilleures universités africaines, l'UAC fait partie des universités agréées, licenciées ou accréditées par l'organisation appropriée liée à l'enseignement supérieur dans chaque pays. Au Bénin, les accidents de circulation se répètent de plus en plus dans les grandes villes du Bénin, faisant ainsi des morts et des blessés graves. Une situation due parfois à une vitesse de circulation inadaptée ou même à la mauvaise conduite des conducteurs de bus de transport en commun, communément appelés Tokpa-Tokpa. À suivre dans ce 19h, les doléances de quelques citoyens à l'endroit des autorités compétentes à réorganiser le secteur. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État Patrice Talon effectue mardi 29 août prochain une visite d'amitié et de travail en Chine. Il rencontrera à l'occasion son homologue chinois, le président Xi Jinping, pour un tête-à-tête. Une rencontre avec des opérateurs économiques du géant de l'Asie est également prévue. Notons que le Bénin et la Chine entretiennent depuis plusieurs décennies des relations de coopération dans plusieurs domaines. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a procédé ce mercredi 23 août 2023 au lancement des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du souvenir et de la traite négrière et de son abolition, JISNA. La cérémonie a eu lieu à la Maison du Brésil à Ouida. La vision du gouvernement est de faire de ces lieux de mémoire et de leur animation non seulement un trait d'union entre le Bénin et les Afro-descendants, mais aussi des outils de développement du tourisme. Le thème de cette année est intitulé « De la douleur à la grandeur ». Le gouvernement béninois entend désormais faire de la JISNA un espace de réhabilitation de la mémoire des Afro-descendants et un instrument de promotion de la destination Bénin. L'objectif de cette célébration est la réhabilitation des lieux de mémoire à travers les sites où les événements historiques se sont produits. Pour commémorer cette journée, il est prévu, entre autres, une conférence-débat avec un panel d'invités prestigieux et des spécialistes en la matière, une marche mémorielle et plusieurs prestations artistiques. Cette édition se poursuit. Les candidats admis à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2023 peuvent désormais retirer leur relevé de notes en ligne ou en version papier.
informe un communiqué en date du 21 août 2023, signé du ministre des Enseignements maternels et primaires. Salimane Karimou rappelle en invitant les parents des candidats à se rapprocher des directeurs d'école des apprenants afin d'obtenir un code devant leur permettre de télécharger une seule fois le relevé de notes. Toutefois, le ministre met en garde contre tout acte de rançonnement dans la foulée de cette opération de retrait de relevé de notes en ligne. Des dispositifs sont mis en place pour détecter et mettre à la disposition des instances compétentes tout faussaire qui s'y adonnerait, prévient le ministre Salimane Karimou. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'université d'Abomey-Calavi, UAC du Bénin, est classée à la 195e place dans le classement 2023 des 200 meilleures universités africaines. Reconnue par Unirank comme l'un des meilleurs établissements d'enseignement supérieur en Afrique, les universités qui figurent au classement Unirank sont celles qui sont agréées, licenciées ou accréditées par l'organisation appropriée liée à l'enseignement supérieur dans chaque pays. Entre autres critères, l'université sélectionnée doit offrir au moins 3 ans de licence ou des diplômes de maîtrise ou de doctorat de 3e cycle, des cours principalement dans un format d'enseignement traditionnel et non à distance. Le laboratoire de recherche en finance et financement du développement LARFID de l'université d'Abomey-Calavi a présenté ce mardi à Cotonou les résultats du projet intitulé « Classe moyenne féminine et demande de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest » réalisé dans 4 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Financé par le Centre de recherche pour le développement international CEDRI, ce projet est porté par l'université de Amadou Marta Mbow. Les principales conclusions de l'étude au Bénin, en particulier avec le professeur Denis Aklassato Winsou, directeur de l'AFRID. Le projet classe moyenne féminine et demande de services de garde des enfants vient de la préoccupation que la femme est beaucoup plus occupée par les tâches domestiques et les travaux domestiques que l'homme. Donc du coup, elle n'arrive pas à accorder suffisamment de temps pour faire le travail rémunéré, le travail qui paye. Et par rapport à ça, il y a un déséquilibre entre la répartition du temps pour l'homme et la femme. Et ce déséquilibre-là a des conséquences même sur l'avenir de la femme, comme l'a dit le docteur Lawson, parce que les tâches domestiques l'empêchent finalement d'être promue dans sa fonction, donc de consacrer suffisamment du temps et d'être promue. Et cela appelait à la réflexion, comment est-ce qu'on peut faire pour décharger un peu la femme de cette tâche. Si on le fait, en même temps, on la rend capable d'apporter beaucoup plus en termes de travail rémunéré et en termes de contribution à la croissance économique. Et donc cette réflexion permet de constater que la femme reste limitée lorsqu'elle doit embrasser en même temps les activités domestiques, y compris la garde des enfants, et puis le travail qui lui apporte une certaine rémunération. Et en gros, la conclusion est qu'il faut faire en sorte que la femme soit moins chargée en ce qui concerne la garde de l'enfant et elle pourrait être meilleure en termes de contribution vraiment à la croissance inclusive. Résultat, globalement, pour faire court, on a constaté que lorsque on fait les investissements adéquats, les investissements augmentent avec une amélioration des conditions de vie de la femme. Et cela génère de plus en plus une classe moyenne féminine. Ce que nous appelons classe moyenne féminine, c'est la femme qui a un certain niveau de vie. Elle n'est ni pauvre ni riche, mais elle est dans une classe intermédiaire. Et cette classe intermédiaire justifie qu'elle peut apporter beaucoup plus en termes de contribution à l'économie. Mais pour qu'elle le fasse aussi, il faut qu'on réduise la charge
qu'elle porte en termes de travaux domestiques, en termes de garde d'enfants, ainsi de suite. Donc, cela est important. Et lorsque nous avons fait les enquêtes, on a constaté que globalement, la femme béninoise, elle a une difficile transition parce que dans la classe moyenne féminine, on a considéré la classe moyenne féminine inférieure, la classe moyenne féminine moyenne, la classe moyenne féminine au-dessus et la classe supérieure. Et on a constaté que les transitions à l'intérieur sont plus faciles pour la classe moyenne féminine béninoise, mais il lui est plus difficile d'entrer dans la classe moyenne féminine. C'est-à-dire que quelqu'un, une femme qui est en dehors de la classe, il lui est difficile d'entrer dans la classe. Mais une fois qu'elle est dans la classe, elle a des facilités à gravir, à passer de la classe moyenne féminine à la classe moyenne, moyenne tout court. Mais il lui est encore plus difficile de partir, d'accéder à la classe moyenne supérieure avant la classe moyenne totale, le high de l'intervalle qui est défini. Donc, cela appelle quoi? Il faut l'accompagner de telle sorte que, une fois qu'elle est dans la classe, quelles sont les contraintes qu'elle rencontre? Si on allège ces contraintes, elle pourra facilement faire les différentes étapes et donc avoir une condition de vie plus améliorée. En termes de croissance aussi, c'est le pays qui en sort gagnant. Lorsque la femme est libérée davantage de cette tâche qui l'encombre. Au bout de 30 mois de recherche, l'équipe de 22 chercheurs qui ont travaillé sur le projet ont formulé quelques recommandations. Celles-ci vont contribuer à la définition et à la mise en œuvre de lois, politiques et projets pouvant permettre d'accroître l'offre et le travail des femmes dans le formel et l'informel grâce aux services de garde d'enfants. Des détails avec le professeur Denis Aklassator Rouensou, directeur de l'ARFID, et le docteur Assion Lawson Sipoaka de Côte d'Ivoire. Lorsque les services de garde sont trop éloignés ou très éloignés des domiciles de la femme, eh bien, elle a du mal à accéder à ce type de service. Donc, il faut privilégier avec les services déconcentrés, avec nos communes, tout ça, comment mettre en place au niveau des communes des services spécialisés dans la garde d'enfants. Cela va simplifier vraiment pour ces femmes-là, ces ménages-là, de placer les enfants dans de bonnes conditions et d'être sûr que les enfants sont bien surveillés et de se consacrer davantage aux tâches. Nous avons aussi envisagé la possibilité que certaines entreprises privées comme publiques peuvent imaginer une solution aussi de service de garde d'enfants, mais cela ne veut pas dire que c'est l'entreprise vraiment qui va la faire, mais elle peut contracter avec des garderies professionnelles aussi, un tel service sur les lieux de travail et faciliter vraiment la tâche, surtout aux mères, aux jeunes mamans ou bien les femmes qui viennent de mettre des enfants au monde et qui sortent juste 3 mois après la période de congé de maternité et doivent reprendre, eh bien, elles auraient une facilité en profitant de ces services. Bien sûr, il faut trouver le modèle économique adéquat. Ce ne sera pas gratuit, l'entreprise peut supporter une partie et le couple ou la jeune maman aussi peut supporter une partie pour que l'entreprise qui offre ces services-là puisse conserver durablement l'offre de ces services et la mettre à la disposition vraiment de cette classe moyenne féminine. Maintenant, le gouvernement a été plus loin que dans cette étude. Au lieu de s'intéresser uniquement à la classe moyenne féminine, nous avons eu des communications qui ont révélé la stratégie du gouvernement de s'intéresser à la femme pauvre aussi, qui est dans le même cas, et de l'aider vraiment à garder les enfants et à se consacrer davantage à une activité rémunératrice. Donc ça, c'est une très bonne chose et je pense que et l'université et le ministère en charge des affaires sociales, de la famille, de la microfinance peuvent coopérer vraiment pour la réussite de cette expérience qui est une très bonne initiative du gouvernement. Nos gouvernements et les différentes institutions du pays doivent œuvrer pour promouvoir ce service de garde d'enfants car cela en va de l'autonomisation de la jeune féminine.
et, in fine, promouvoir la croissance économique de nos États. Pour l'exécution du projet, le LARFID a bénéficié de l'appui stratégique de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE, bras technique en matière de production des statistiques du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nassiro Kassoumou Ararou, le directeur de l'OFE, est revenu sur le rôle de sa structure dans cette étude. Suivez plutôt. Nous avons veillé déjà dans le cadre de cette étude à ce que il y ait un rapprochement entre la recherche fondamentale qui est faite par les universitaires et la recherche action qui est faite par les structures du ministère, les structures opérationnelles. Pouvoir faire marcher ensemble la recherche fondamentale et la recherche action devrait pour nous permettre de sonder tous les aspects liés aux trois défis que sont, tels que je le rappelais, la protection de l'enfant, la protection sociale, disons la promotion de la femme et du genre. Et donc, nous avons accompagné toutes les étapes du processus depuis la validation des thèmes de référence pour que cela coïncide avec nos objectifs, que nous puissions nous entendre. Également le recrutement et la formation des agents enquêteurs, tout ce qui a eu comme activité de terrain, de collecte de données, donc nous y avons participé. Également le passage au niveau du Conseil national de la statistique. Nous avons veillé à ce que les cibles qui ont été adressées dans le cadre de la collecte de données soient également des cibles qui sont conformes avec les orientations qui sont les nôtres. Donc voilà, globalement, nous avons accompagné le processus de collecte, de traitement, d'analyse et nous sommes restés en parfaite symbiose avec les différentes instances du projet. Alors, s'agissant de ce que nous allons faire des résultats de cette étude, je crois que nous l'avons expliqué tout à l'heure, le fait d'avoir pour une fois mis ensemble des acteurs de la recherche pure, la recherche fondamentale, donc les universitaires et les acteurs de la recherche action, c'est-à-dire nous qui sommes des acteurs de terrain, a permis déjà, à travers les résultats tels qu'ils ont été présentés, d'avoir des modèles qui sont déjà immédiatement consommables. Vous avez suivi tout à l'heure le docteur Lawson et le professeur Classato qui ont rappelé certaines recommandations qui ont été faites, notamment des recommandations allant dans le sens de la promotion des garderies aussi bien au niveau des structures publiques, mais des garderies dont les promoteurs seront des privés. Cela rentre également dans le modèle de croissance économique qui est développé au niveau de notre pays. Et il ne vous a pas échappé également qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a pris déjà un décret qui organise un peu les garderies dans notre pays. Et à travers les dispositions de ce décret, il est encouragé la mise en place de garderies au niveau des structures privées et même au niveau des structures publiques. Donc cette étude va nous permettre d'aller de l'avant dans la mise en œuvre des dispositions de ce décret, puisque nous avons déjà un cadre normatif et réglementaire qui existe. Nous avons une étude qui nous trace la voie et donc il nous appartiendra désormais au niveau du ministère de pouvoir nous approprier davantage les résultats de cette étude et de voir dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui existent, quelles sont les recommandations, quelles sont les orientations que nous pourrons prendre. Et s'il y a d'autres choses à approfondir, nous allons le faire toujours en collaboration avec les collègues universitaires. Les représentants du peuple ont adopté la loi numéro 2022-32 du 29 novembre 2022 portant code de la nationalité béninoise. C'était au cours d'une séance plénière tenue mardi 29 novembre 2022 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Cette loi révisée a été promulguée il y a quelques mois par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois donnent leur appréciation. Suivons-les au micro de Francis Farami et Nansérine Fatoumbi. La vie elle est mitigée, c'est vrai, mais je pense qu'en l'occurrence, cela est de bon ton. Que quelqu'un qui vient dans un pays puisse bénéficier de cette nationalité. Mais la seule chose à laquelle nous devons réfléchir, c'est quelles sont les conditions qui sont mises en place
avant que la personne puisse accéder à cette nationalité-là, puisse bénéficier de cette nationalité. Si les conditions sont bonnes, on ne peut pas se lever là où je suis dans ma position de dire que c'est mauvais ou bien c'est bon. Mais toutefois, quand nos frères vont à l'étranger, vont à l'extérieur, ils profitent de cette nationalité pour se faire en réalité, pour se construire là-bas. On peut marier les Béninoises pour trouver les nationalités du Béninois. Donc, on les voit apprécier les dessous. Mais seulement que ils dorment, ils n'ont bleu. Ils dorment, ils n'ont bleu. C'est des bonnes décisions qu'ils ont prises. Ce sont des intellectuels qui sont assis là. Il y a des juristes qui sont à l'Assemblée. Il y a des hommes de droit qui sont là-bas. Et je crois bien qu'ils sont plus outillés pour savoir réellement à quoi s'en tenir. Et s'il le faut, je préfère qu'on se réfère également aux expériences d'autres États. Par exemple, la patrie mère, notre patrie mère qui est la France. On peut se référer maintenant à comment est-ce qu'eux, ils octroient, ils accordent maintenant ce privilège-là, la nationalité à nos frères, à nos sœurs qui se retrouvent chez eux. Et également maintenant, faire une transposition, mais toutefois en tenant compte de nos réalités à nous. Par exemple, tenir compte de nos réalités et de nos us et coutumes, on ne pourra pas faire quelque chose de potable qui puisse tenir dans le temps. Et ces étrangers-là, d'abord, on ne connaît pas ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent faire dans notre pays. De nos jours, il y a trop de désordre, il y a trop de conneries. Les gens viennent, ils font des braquages et autres là. On leur obtient notre nationalité, c'est qu'ils vont encore faire tout ce qui est pire, parce qu'on ne les connaît pas. Ils peuvent toutefois se marier à quelqu'un de notre pays et puis, tôt ou tard, divorcer, encore faire du désordre, juste pour obtenir la nationalité et créer ces dégâts-là pour retourner chez eux. Comment on va pouvoir les attraper? Comment on va pouvoir les localiser? On ne sait pas. Donc, je ne suis pas trop d'avis qu'on vote cette loi parce que dans les autres pays à l'étranger, par exemple, prenons la France, pour obtenir la nationalité française, c'est tellement difficile. Ce n'est pas facile à donner la nationalité comme ça à les sérieux. Ils n'aiment pas donner leur nationalité comme ça. C'est très difficile. La deuxième édition du Festival de la culture et des sports d'Agoué, FECUSA 2023, aura lieu du 9 au 16 septembre prochain avec des innovations. L'annonce a été faite par Horace Sodji, le président du comité d'organisation au cours de la conférence de presse du vendredi 18 août 2023. Le point avec Carles Kitome. Il y a le doyen King Bengsan, l'artiste d'origine togolaise, qui a des origines béninoises également, qui est le parrain même de ce festival. La star King Bengsan, des artistes et des sportifs seront en scène pour agrémenter la deuxième édition du FECUSA, une initiative bien perçue par les habitants de la ville d'Agoué. Et je suis en train aussi de faire triompher ce festival-là, ou bien je ne peux que supporter et appuyer M. Sodji dans son festival FECUSA. Agoué, cité balnéaire, c'est que je suis bordé de deux eaux. Le chenal Baga, qui a le lamentin d'Afrique, les loutres, peut-être des singes et des reptiles. J'ai la mer qui, entre-temps, me faisait défaut, était mon souci. Aujourd'hui, grâce à l'État, je l'ai en avance sur 200 mètres, donc un peu en sécurité. Là, j'ai les tortues qui viennent pondre les œufs. Vous voyez combien nous sommes riches pour que FECUSA puisse exister. Ce qui signifie que si FECUSA n'était pas né, il fallait créer FECUSA. Cette deuxième édition du FECUSA propose un programme conçu pour tout public. Le football, cette année on a un match de gala avec les anciens écureuils de la commune, les anciens écureuils et les vétérans de la commune de Grand Popo.
On a d'autres matchs de football également, féminins. On a le volleyball, où l'année dernière, s'est exécuté déjà. Cette année également, il y a les sports nautiques. Il y a tout ce qu'on appelle les démonstrations, c'est des arts martiaux. Je dirais qu'on a de l'humour. Et je parlerai peut-être du grand frère du doyen Pipio Barro, par exemple, qui a un grand spectacle dans l'arrondissement d'Agoué, le deuxième jour. Au niveau toujours de la culture, on a les différentes danses. Je vais donner un exemple. Je parlerai peut-être du bourrian. Madame Rexouza n'est peut-être pas là, mais elle est de Ouida, mais à Agoué également. On a le bourrian à Agoué. Et on a d'autres activités artistiques également qui sont intégrées dans la dimension culturelle de ce festival-là. Il y a le cinéma, parce qu'il y a une projection qui doit se faire également sur un certain nombre de choses. Déjà, les éléments touristiques, les attraits touristiques de la région. Il y a une exposition aussi, il y a un vernissage à faire. Il y a la musique traditionnelle. Du 9 au 16 septembre prochain, Agoué sera au rythme de la culture et des sports dans l'ambiance festive du Yeke-Yeke. L'ONG Benenvi Wadagbe est engagée pour le mieux-être des femmes vulnérables. Au détour de la remise d'attestations femmes à des activités génératrices de revenus, le président Jean-Baptiste Roueyok-Lounon a présenté la vision de l'ONG Benenvi Wadagbe au micro de Carles Kitome. C'est deuxième édition. L'année passée, nous avons eu première édition. Et nous avons eu cette formation parce que c'est une vision. L'ONG d'abord, c'est une vision, c'est un message. Et nous voulons partager toute la population béninoise pour pouvoir parler de l'EC en aidant ces femmes qui sont dans les difficultés dans les villages et sont beaucoup qui sont dans les difficultés. Donc c'est par là cette initiation m'est venue et puis nous avons mis cela en place depuis plus de 6 ans en train d'aider ces femmes-là à s'en sortir dans la pauvreté, à une manière d'aider les familles. Nous avons une sensibilisation qui nous a permis de réunir ces femmes en cherchant véritablement les femmes qui sont démunies, les femmes qui n'ont pas du tout de quoi à subvenir à leurs besoins. Ce sont ces femmes ciblées, surtout les veuves et les orphelins. Cette édition a été réalisée au village d'Agonsouya, je crois la commune de Calavi. La commune de Calavi, juste après Kassato, c'est ce village-là qui a été ciblé d'abord. Présentement, nous avons aussi 5 villages qui demandent cette formation. Pour la suite de ce projet, nous avons d'abord organisé ces femmes qui ont eu les attestations le samedi dernier. Nous avons à les organiser, trouver une manière de les financer pour pouvoir commencer par évacuer ce qu'ils ont appris comme formation. Voilà. Donc, nous sommes en train d'organiser avec des structures qui peuvent les financer pour le moment. La première édition, c'était le même village à Gonsouya, mais une autre partie du village à Gonsouya. Voilà. Et cette fois-ci, nous continuerons peut-être à Kassato, parce qu'à Kassato a demandé, et Zé a demandé, et il y a un autre village, je crois, en tout cas, nous avons 5 villages actuellement qui ont demandé cette formation. Nous allons continuer avec ces villages maintenant. On parle sécurité humaine à présent. Les accidents de la route dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, tuent chaque année environ 1,3 million de personnes, faisant ainsi 25 à 50 millions de blessés. Au Bénin, ces accidents se répètent de plus en plus dans les villes et faisant des morts et des blessés graves. De nombreux facteurs contribuent au risque de collision tels que l'état de la chaussée, une vitesse de circulation inadaptée, l'environnement routier, le comportement et l'état physique du conducteur et bien d'autres. À cela s'ajoute la mauvaise conduite des conducteurs de transport en commun, communément appelés tokpa-tokpa. Face à cette situation, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou exhortent les autorités compétentes à réorganiser le secteur.
Des propos recueillis par Quentin Amoussou et Anedo. Des fois, ils sont pressés. Des fois, ils se droguent. Vraiment, ce secteur de bus Tokpa Tokpa est un secteur vraiment poubelle. Il fut un temps où le préfet Orula a fait sortir une certaine décision criarde. Mais il faut être courageux parce que si on ne réorganise pas ce secteur aussi, vraiment, c'est du désordre total. C'est du désordre. Je ne sais pas si ceux-là ont leur permis. Beaucoup ne sont pas en règle. Si on prend ceux qui conduisent ces bus Tokpa Tokpa, la plupart, 80% on dirait, ne sont pas en règle. Il suffit que l'élément A soit tenu, le volant c'est fini, on le met dedans et puis on lui donne un bus. Vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pense aux populations parce que la vie est très chère. Sérieusement, c'est un secteur vraiment désordonné, très désordonné. C'est d'abord un premier coup d'essai au nouveau ministre des Transports terrestres et au nouveau directeur de la sécurité routière. C'est leurs premières épreuves. Il faut que les dernières rigueurs soient imposées pour maîtriser la sécurité routière afin que ça ne se passe plus. Nous allons dire que ces 2 mois passés, le mois passé et ce mois, font déjà rage de plusieurs accidents qui ont coulé beaucoup de sang. Alors là, que le gouvernement prenne ces dispositions et réfléchisse, cherche les causes de ces accidents. Pas seulement au niveau des chauffeurs. Nous avons plusieurs choses où il faut rechercher la base de ces accidents-là. Nous sommes le Bénin quand même. Et le Bénin a une culture. Le Bénin a une culture. Il faut que nos dirigeants se cherchent et demander pourquoi tout cela se passe. Le Bénin ne mérite pas ça. Il faut déplorer ces cas d'accident suivants. Je présente mes condoléances à toutes ces familles. Même si on a pris toutes les mesures, il y aura toujours d'accidents. Mais seulement, il y a d'autres accidents, c'est la faute des conducteurs. Quand il y a trop de soucis, avant qu'on ne quitte la maison, voilà, les cas d'accident là se passent. Aujourd'hui, les Béninois ont beaucoup de soucis. Celui-là a des soucis de sa famille, comment trouver de gains, de causes pour nourrir sa famille. Le voilà avec ses soucis, il est au volant, conduisant tout un monde. L'accident serait le bienvenu parfois. Tout le monde court, souci. Vu tout ça, les chauffeurs de Tokpa Tokpa existaient, ça fait combien d'années? Mais il y a trop de dérapages ces derniers temps. Moi, je vous dis que les résultats, c'est les soucis. Les chauffeurs ont des soucis avant de monter sur le volant. Avant, il y avait Tokpa Tokpa, mais il n'y a pas trop d'accidents comme ça. Pourquoi ces derniers temps, les Tokpa Tokpa font d'accidents? Mais quand le panier de la ménagère a de soucis et que le chauffeur est en souci, nous sommes au temps des examens, on chasse les enfants pour aller à la maison pour les contributions. Vous voyez qu'il y a déjà des soucis. Et le chauffeur sur le volant, l'accident serait le bienvenu dans sa conduite. Ces usagers sont à la fois des co-conducteurs. Celui qui est au volant n'est pas le seul conducteur. Celui qui est dedans comme usager aussi est un co-conducteur. Si vous voyez certains chauffeurs a des comportements malsains, il faut en même temps parler, il faut dire non, fais pas ça. C'est notre vie qui est en danger ici. Même chose pour ceux qui prennent ZEM. Je ne peux pas être sur un ZEM qui, à chaque fois, brûle le feu. Je vais lui dire non. Je vais lui dire non, le réprimander. J'espère que ces gens de réprimande vraiment peuvent aussi corriger un peu la situation. Spiritualité pour finir cette édition, les 16 signes de la divination Ifa ont tous des noms divins du signe Idiogbe à Ofu. Tous ces signes ont des noms divins qui émanent de l'islam. Pour en comprendre davantage sur le sujet, suivez un extrait des explications de Sylvain Kwasi, prêtre de Fa. Il s'exprime au micro de Jacques Marion d'Almeida. Les 16 signes de Fa ont des noms divins, ont des noms des Anabis. Qu'est-ce qu'on appelle un Nabi? On retourne encore au Coran. Le prophète Mohammed dit qu'il est Nabi. Il est Nabi, un prophète, un envoyé de Dieu. D'accord?
Mais quand on parle des signes de Fa, on parle des Adabi, des Anuaki, l'étoile lui-même, le génie solaire lui-même. Donc le A, Nabi, le petit, le A le plus grand, le premier, Nabi. L'ancêtre de Nabi, donc c'est le signe, le génie solaire lui-même. Donc tu verras que les 16 signes de Fa ont des 16 noms arabes. À partir du père Arabus, on aurait pu donner le père le nom des signes de Fa dans la langue égyptienne. Le nom que nous avons aujourd'hui dans nos bibliothèques, dans nos archives, aujourd'hui, c'est les signes de Fa avec les noms musulmans, les noms des prophètes arabes. On a Nabi Ibrahim, qui n'est pas le personnage d'Ibrahim, qui est l'étoile même d'Abraham. Et c'est l'étoile, tout ce qu'Abraham a fait, il a fait au nom de l'étoile. C'est l'étoile d'Abraham qui parle de la fraîcheur, qui n'aime pas le feu. Tant que le feu est en lui, tu souffres. Tant que le feu, Dogbe dit, tant que le feu est dans Dogbe, il a la souffrance. Dogbe, Abraham Ibrahim doit éteindre le feu d'abord. C'est ça, cette histoire d'Abraham, le roi, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom un peu, tout à l'heure, avec il a dit, il faut éteindre le feu d'abord. Donc Dogbe demande d'éteindre le feu. Après l'Anabi Ibrahim, on a aussi un Nabi. Bon, je prends la classification que je maîtrise mieux que la classification de Père Arabus. On a Youssoufou, Joseph. Quel est Tébidi? Après le Tébidi, on a Adama, Anabi Adama, qui est au Baramedi. Aussitôt, on a Anabi Mohamed, qui est le livre. D'où on lit le Coran et à la révélation de Mohamed qui apporte le livre. En réalité, c'est pas Mohamed qui l'écrit. Qu'on a écrit des années plus tard, pas les Anglais avec d'autres qui arrivent sur le Coran. Mais Mohamed qui en a donné l'esprit du Coran. C'est écrit par les premiers, pas quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Donc Mohamed est lié au Coran. Le 1, le livre du féminin éternel. D'accord? Après Mohamed, on a mis Idriss, que correspond à ce qu'on appelle Tourpé, l'empereur. Dans la culture béninoise, la culture béninoise, on fait du correspondant alimentaire avec Tourpé, avec la papaye. Ça n'a rien à voir. Et là encore, pour voir la papaye, quand la papaye est verte, c'est la dureté de la papaye. Quand la papaye est verte, elle est très dure. Quand elle est mûre, elle tombe tout seul. Bon, elle est pourrie. Pour problème de vent de Tourpé. Mais Tourpé aussi est référé aussi à la montagne. La montagne, tu ne viens pas de la montagne. Tu parles des 12 cornes, l'enfant qui parle de 12 cornes, qui est construit comme la montagne. C'est les cabales, Tourpé, c'est le Dalet. C'est la porte la plus haute. Donc, il y a un nom qui attribue la miséricorde. Donc, personne ne peut être Da dans ce monde, d'aller dans ce monde, quel monde de Da, l'empereur dans ce monde, s'il ne se parle pas. C'est parce que dans la franc-maçonnerie, arrivé au rang du grand maître, on te donne la gestion du temple 2 ans ou 3 ans après, tu descends en bas. Parce que quand tu arrives au Dalet, tu retrouves toujours à l'été, au 1, à power. Comme au nouveau début. Même la preuve, quand tu prends la cabale, ceux qui connaissent la cabale un peu, du batteleur arrivé au 22, après de passer par la perfection, le 21, tout ça, on retourne après à l'unité. Donc tout empereur, tout chef, dans des standards. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur EZAE.